Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit cours de robotique assez rapide sur le contrôle des robots, notamment sur le contrôle pour faire du suivi de trajectoire. Alors il y a une littérature qui est quand même très abondante à ce sujet-là. J'ai volontairement réduit vraiment aux méthodes de base pour pas un peu alourdir ça et pour essayer de faire une vidéo qui reste un petit peu dans le cadre des petits cours. D'abord on va définir un peu deux types de lois de contrôle qu'on peut avoir sur les robots. Robots manipulateurs ou robots à pattes ou humanoïdes. Hein. C'est tout d'abord une première méthode de contrôle qui va partir d'un mouvement qui va être connu. Donc on va avoir des trajectoires articulaires, des trajectoires en effort aussi au niveau des efforts de contact, du centre de masse, si on est sur la marche, des choses comme ça. Et le but de cette première méthode, ça va être de faire que cette trajectoire est réalisée. Et la deuxième méthode, ça va être celle où le mouvement justement n'est pas connu, mais on va avoir un objectif connu. Concrètement, je veux que la position de la main du robot aille toucher un objet. Je ne sais pas a priori quelles vont être les trajectoires articulaires, mais je vais essayer de réduire l'erreur entre la position actuelle du robot, de la main du robot, et la position de l'objet. Cette méthode-là de contrôle, on le verra dans une autre vidéo, où j'introduirai la jacobienne, la pile de tâches, etc. Ici, dans le cadre de cette petite vidéo ici, on va supposer qu'on a des méthodes d'optimisation de mouvement ou des générations de chemin ou d'autres méthodes qui vont nous fournir des valeurs de référence, des consignes désirées, que ce soit dans l'espace articulaire ou dans l'espace cartésien. Donc là, et on va supposer aussi qu'au plus bas niveau, on a accès vraiment au bas niveau et que les articulations vont être commandées en effort. Couple, si on est sur du moteur rotatif, ou force si on est plus sur du moteur linéaire. Voilà, on va commencer par donc il y aura trois petites méthodes de contrôle sur cette vidéo. On va commencer par la plus intuitive, hein, c'est un PID articulaire, donc un proportionnel intégral dérivé. Comme on a vu dans d'autres vidéos d'automatique de base, voilà, donc on n'a pas plus simple au niveau, on va dire, contrôle efficace. Donc la prépa du robot, en fait, ils vont disposer d'une commande en position pour chaque articulation. Donc on va donner un angle à chaque articulation, un angle désiré. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cet angle désiré va devenir la consigne d'un contrôleur PID local à l'articulation. Donc en partant du mouvement qui va être défini dans un repère articulaire, on va pouvoir utiliser un correcteur PID pour chaque articulation. Donc ici, on a un correcteur pour chaque articulation, ça veut dire qu'on a un Q désiré et un Q point désiré, les vitesses désirées. On peut supposer qu'on les connaît si on connaît la trajectoire. Si on ne connaît pas la trajectoire, il suffit de la dériver pour avoir la vitesse, hein, c'est pas un souci. Et on a nos trois composantes. La composante proportionnelle. Donc on va avoir ici une mesure de la position articulaire qu'on va comparer à notre position désirée. Le coefficient proportionnel, donc fois cette erreur. Le coefficient KI fois l'intégrale, proportionnel intégrale. Et sur les vitesses ici, l'erreur en vitesse, donc ici on a les vitesses, mesurer la vitesse désirée. On va avoir une dérivée de la vitesse. Et un proportionnel, un coefficient sur cette dérivée. Donc si on regarde par rapport à la position, c'est bien proportionnel dérivé. Proportionnel intégral dérivé. Tout ça va nous sortir une tension, un couple, une vitesse, une accélération, pardon. Peu importe, mais on peut quand même assimiler ça à un couple qui va être donné au moteur pour essayer de faire que cette erreur en position, cette erreur en vitesse soit la plus faible possible. Donc voilà, ça on va avoir ce schéma là sur chaque articulation. Alors, il a des... donc c'est ce que j'ai dit, voilà. Le correcteur PID il va générer une commande, donc ici gamma, qu'on peut assimiler à un couple, pour imposer, pour essayer d'obtenir la configuration désirée, pour essayer de suivre donc cette trajectoire désirée. Et ça pour chaque articulation. Donc, à quoi sert l'action intégrale dans un correcteur? Ici, dans le correcteur PID. Il faut bien se rendre compte, on est sur des systèmes, sur des robots. En général, l'action intégrale, c'est pour avoir une erreur statique nulle. C'est-à-dire qu'on demande à avoir 10 degrés, sur une articulation, on veut vraiment qu'à la fin, l'articulation soit à 10 degrés, le problème, c'est que cette méthode elle va présenter quelques petits risques pour les robots. Si on a une chaîne fermée ou si on a une autocollision, si on a quelque chose qui vient bloquer mécaniquement la structure mécanique du robot, on va avoir forcément une erreur constante entre la
sur quelques articulations entre l'angle qu'on veut avoir mais qu'on ne peut pas avoir et du coup l'angle réel. Du coup, cette erreur constante là, on va l'intégrer, le coefficient ici, KI va faire qu'on va intégrer cette erreur là. Donc la commande qu'on va avoir ici va avoir tendance à augmenter. Et ça va augmenter jusque quand à un moment donné, ça va quand même surchauffer. Alors il y a des méthodes pour faire des intégrales glissantes, des choses comme ça pour limiter ce couple max, où on peut venir saturer ici ce couple max. N'empêche que voilà, tant qu'on n'a pas l'angle qu'on veut, le moteur va forcer pour avoir cette information. Pour avoir vraiment, pour remonter les couples au niveau du moteur, pour que quand on demande 10,3 degrés, on a vraiment 10,3. Et si on a quelque chose qui est mécaniquement interdit de le faire, le couple il va augmenter. Ça va faire des échauffements, ça peut endommager le moteur, voire le détruire complètement. Voire endommager les systèmes de commande qui vont générer ce couple. Voilà. Donc en général, ce qu'on va venir faire, en fait, c'est qu'on va utiliser généralement plutôt un correcteur proportionnel dérivé. On va avoir un grand gain proportionnel pour essayer de réduire l'erreur statique au minimum. Mais l'action intégrale, on la met vraiment très très rarement. Notamment sur les robots, on a des chaînes fermées, notamment les robots à pattes, je pense, qui sont à deux pieds au sol, deux pattes au sol. Concrètement, si le pied il est 1 cm plus loin ou plus près que ce qui est prévu, on a une erreur quelque part sur une articulation. Soit on a des jeux mécaniques qui vont la combler, soit il est très rigide le robot, ça ne va pas le combler. Et du coup, ce couple va augmenter et risque d'être dangereux un petit peu pour l'eau. Donc voilà un petit peu cette longue aparté sur l'action intégrale. Donc en général, quand même, les robots, on a du proportionnel dérivé, l'intégrale est quasiment pas utilisé, voire pas du tout. Donc généralement, en fait, ces coefficients-là, KP, KI, KD, vont être fournis par le fabricant du robot. On peut, en général, on va attaquer le robot par du matériel fourni par le fabricant et on va donner, par exemple, si on a des positions articulaires, dans le matériel du fabricant, il y a le contrôleur avec ces coefficients-là. Donc quand le fabricant est vraiment, on va dire, vraiment protégé, il ne va pas donner facilement ces coefficients. Mais voilà, en général, on peut essayer de les avoir par le fabricant, c'est quand même lui le plus apte à les avoir. Les changer, ça devient un petit peu plus dur, mais c'est toujours pareil. Après, si vous changez ces coefficients-là, c'est pas sûr que le fabricant assure la garantie du robot si on vient ici changer ces coefficients. Donc l'idée, le thème principal, parce que là je vous ai fait un peu un tableau noir, c'est quand on a un bon correcteur proportionnel intégral dérivé au niveau articulaire, on peut quand même considérer que l'entrée du robot va être constituée des positions articulaires. On peut voir notre robot vraiment plus comme un système à laquelle on va donner des couples, qui va être un petit peu long à calculer, compliqué, etc. Mais vraiment, on va dire, je veux cet angle-là sur chaque articulation, et il va y aller. On va avoir des petites erreurs, des temps de réponse. Mais voilà, si on a un bon correcteur, on peut quand même supposer que ces erreurs et ces temps de réponse restent acceptables. Donc on avait un PID articulaire. Maintenant, on va présenter un petit peu son pendant dans l'espace cartésien. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà, par rapport à tout à l'heure, on a pu cette notion de ce correcteur-là, il est vraiment global au robot, alors que tout à l'heure, il pouvait être vu comme vraiment local à une articulation. Donc là, il est vraiment global au robot. Donc on va avoir une trajectoire de l'effecteur dans l'espace cartésien, la vitesse de l'effecteur ici. Dans notre robot, lui, il va nous sortir des valeurs articulaires, des vitesses articulaires. On va utiliser un modèle géométrique direct pour calculer la pose de l'effecteur qu'on souhaite avoir, donc x. On va comparer xd et x pour nous donner l'erreur en position. Ici, c'est pareil, on va prendre q point et q pour calculer la jacobienne fois la vitesse articulaire pour lui donner la vitesse dans l'espace cartésien. Ça va nous donner une erreur en vitesse. Les trois coefficients, kp, ki, kd. Tout ça va nous donner donc du coup un effort, une accélération plutôt un effort d'ailleurs, dans l'espace cartésien, qu'on va transposer en effort dans l'espace articulaire grâce à la jacobienne transpose. Voilà un petit peu l'idée de ce schéma-là. Alors le problème, c'est qu'il va falloir calculer un modèle géométrique direct, une jacobienne, et si la jacobienne transpose. Donc le calcul il est quand même un petit peu plus lourd,
que juste au niveau articulaire qui peut être fait par des petits contrôleurs. Là, on a quand même des calculs qui sont un petit peu plus costauds. Ça reste faisable, mais c'est quand même un peu plus costaud. Donc la loi de contrôle, hein, comparé à tout à l'heure, c'est on va plus avoir Q, un seul élément, mais on va avoir X, donc là l'espace articulaire. Le correcteur va alors générer l'effort dans l'espace cartésien, ce qui est ici, et va l'appliquer sur l'effecteur pour obtenir la pose désirée. Donc via la jacobienne et ici le modèle du robot. Hop, donc cette force que j'ai dit tout à l'heure, il est traduit dans l'espace articulaire via la jacobienne transpose qu'on a ici. Voilà un petit peu les deux méthodes, on va dire PID. Je vais présenter une méthode, alors c'est pas la seule, il y en a d'autres, il y a des évolutions, etc. Mais on va dire c'est l'historique. Hein. Donc cette méthode, elle s'appelle le computed torque, les couples calculés en français. Et donc, quels sont ses avantages, ses inconvénients? Donc, les méthodes de type PID, en général, on va mettre des coefficients qui vont être constants. Et du coup, on va supposer, vu qu'on a des coefficients constants, que notre moteur va toujours réagir pareil, c'est-à-dire qu'il a toujours la même charge. Quand un robot change de morphologie, les inerties, les centres de masse, etc., vus par les moteurs changent. Et donc, cette hypothèse, elle est quand même très très discutable. Donc, en fonction de la configuration du robot, les actionneurs ne vont pas percevoir les mêmes effets, dus à la gravité, dus à l'inertie, au centre de masse, longueur des segments, etc. Donc, il va falloir proposer autre chose. Donc, la méthode des couples calculés ou computed torque fait partie des méthodes ce qu'on appelle de linéarisation et de découplage, qui vont nous permettre en fait de considérer un peu un système linéaire en découplant vraiment la dynamique du système et des actionneurs. Alors le gros problème de cette méthode, je vais présenter le schéma après, hein, c'est en fait qu'elle va nécessiter le modèle dynamique inverse du robot et de ça d'utiliser en ligne. Donc on a besoin forcément du coup d'avoir des méthodes de calcul qui vont être très très performantes. Si on a des petits robots, il faut avoir une ordre d'idée, hein, c'est qu'un robot ça se contrôle autour de 100 Hz et 1 kg. Voilà, si on est à 1 kg, c'est-à-dire qu'on a une milliseconde pour aller calculer modèle dynamique inverse d'un robot, et ça franchement sur les gros robots type humanoïde avec plus de 30 degrés de liberté, ça devient quand même un vrai challenge. Donc voici le schéma un petit peu du computed torque. Donc on a notre robot ici qui va nous donner donc une position articulaire, une vitesse articulaire, et on a ici nos positions articulaires désirées, notre vitesse articulaire désirée, et vu qu'on a toute la trajectoire, notre accélération articulaire désirée. Donc à partir ici de QD, Q point, etc., on va pouvoir avoir les erreurs. Et à partir du coup de ces coefficients ici, on va pouvoir ici avoir calculé W, ce qui est assimilable à une accélération désirée. Donc on va avoir l'accélération désirée du robot au niveau articulaire qu'il va falloir essayer de générer. Et pour ça, en fait, on va tout simplement dire, je connais la configuration actuelle de mon robot, je sais quelle vitesse, quelle accélération je veux avoir. Je vais calculer les couples à imposer au robot et je vais les imposer. Et calculer les couples à partir d'une position de vitesse, accélération articulaire, c'est le modèle dynamique inverse qu'on voit ici avec les matrices A et les matrices H, ou un algorithme type Newton-Euler comme j'ai montré dans d'autres vidéos. Donc cet algo ici il va nous sortir des couples qu'on va appliquer au robot. Donc connaissant l'accélération désirée et les positions, on utilise le modèle dynamique inverse pour calculer les efforts à appliquer, on les applique. Encore une fois, cette méthode-là, la grosse difficulté, c'est de réussir à faire rentrer ce calcul ici. Encore, ici, il n'y a pas d'effort extérieur, mais normalement, si on a des efforts extérieurs, il faudrait aussi les tenir en compte. Donc voilà, ça c'est une vue un peu schématique, simplifiée sur un vrai robot, c'est quand même assez compliqué. Et encore là, c'est vraiment la méthode de base, hein, on va dire l'esprit théorique. Toutes les méthodes qui en dérivent ont beaucoup plus de difficultés. Voilà. Une petite variante. Ici, on avait position, vitesse et accélération désirée. On peut également utiliser cette méthode si on n'a que la position désirée. Encore une fois, ça c'est bien expliqué dans le livre de Khalil et d'Ombre. Donc voilà, on n'est pas obligé de connaître position, vitesse et accélération, quoique ça ne sont quand même pas super dur à obtenir. Si on a une trajectoire articulaire, on sait la dériver une fois et deux fois pour avoir la vitesse et l'accélération. Voilà, alors j'ai pas fait d'exemple de calcul de correcteur sur cette petite vidéo.
Voilà. Globalement, les robots actuellement, on leur donne des positions articulaires et ils y vont. Voilà, je trouvais que c'était intéressant d'aller voir un petit peu comment c'était fait en dessous. Donc on va dire pour les robots assez simples, notamment ceux qui sont faits façon de jouer avec des servomoteurs. Concrètement, chaque servomoteur il a son asservissement avec son PID à l'intérieur. Pour des robots un petit peu plus costauds, un peu plus on va dire élaborés ou type industriel, alors c'est un petit peu on va dire un secret. Les industriels vous diront pas quel contrôleur ils ont fait. Mais on est soit vraiment plus sur du modèle, enfin encore du PID mais très bien calibré avec des coefficients PID qui peuvent changer. Ou alors on est sur du computed torque ou des méthodes qui en dérivent. Voilà, j'espère que la vidéo a été assez claire, puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.